Émission un peu dissipée aujourd'hui. C'est même la principale actu. On n'arrête pas de rigoler. De quoi on va parler? Mine de rien, le retour en force des citadines. Nous, on fait le pari que les citadines, en tout cas les voitures, à moindre coût, vont revenir sur le devant de la scène. On parlera aussi... Beaucoup de choses. Des petits quiz. Oui. DS numéro 8, présidentiel. On la détaille en DS numéro 4 aussi. On revient sur DS numéro 4 que vous avez découvert hier. Mobilize et The Plug. Un peu de Chine. Et un peu de marché d'occasion qui, mine de rien, le neuf est dans le dur et l'occasion, du coup, ça fait les affaires du marché d'occasion. On démarre sur les chapeaux. Le petit chapeaux. commentaire de soutien, la bise à mamie et bonne vidéo. À tout de suite. Le retour des citadines en force. Constat. Bah, ça va être bien parce qu'il s'en vend un peu moins quand même qu'avant. Hein. Mais en fait, c'est ça le problème. On va poser le constat pour que les gens comprennent. La France et l'Europe, c'est un marché de petites citadines. Globalement, ce qui te vendait le plus historiquement, c'était les citadines. Tu prends les chiffres de France, tu regardes les 5 dernières années, je vais te faciliter un peu le travail. Numéro 1, c'est soit Clio, soit 208. Soit Clio, soit 208. Soit Clio, soit 208. Qui commence à être des grosses citadines. Tout le temps, oui. Parce que tu sais, il y a un vrai débat de savoir est-ce qu'une citadine, c'est une mini, donc ça fait moins de 4 mètres. Clio et 208, on se rapproche de 4 m 10, 4 m 20. En fait, ça a tendance à grossir. Tout le monde a grossi. Tout se décale d'une case. Voilà, c'est-à-dire que même les créneaux de dessus. Mais globalement, on est un marché de petites voitures. Si tu veux enlever le citadine, l'Europe est un marché de petites voitures. Par exemple. Alors, particulièrement la France. Hein. Oui. Si tu regardes l'Angleterre, c'est série 3. Oui. Tu vois, tu as le. Globalement, non. Si tu prends les petites voitures, oublie le mot citadine. Okay. La voiture la plus vendue d'Europe, c'est la Dacia Sandero. Tu regardes dans chaque pays, si tu agrèges et que tu prends dans chaque pays d'Europe et que tu additionnes, tu te rends compte que les voitures, globalement, petites, plutôt pas chères, oublie même le mot, c'est les voitures pas chères, les moins chères. Mais pour donner en fait un portrait réel des ventes, oui. Si tu veux, les petites voitures, effectivement, sont très représentées en Europe. D'ailleurs, c'est l'un des rares continents, il y a peut-être un peu d'Australie, un peu de Kékar au Japon, qui justement aiment les petites voitures, et avec des disparités régionales. Tu vois, en Allemagne, tu es au-dessus. Oui, plus tu vas vers le sud, plus d'être petites voitures. Comme elles sont toujours dans le tiercé des top ventes, si tu additionnes globalement en Europe, si tu prends bêtement les chiffres en Europe, c'est ce qui vend le plus. La problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que les voitures sont très chères. On a parlé la semaine dernière que même les patrons de Renault Group et de Stellantis, qui représentent 30% des immatriculations européennes, ont dit d'eux-mêmes que les voitures sont très chères. Le troisième constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, tu vois la part de vente à particuliers, notamment en France, qui s'érode. Au mois d'avril, c'était un plus bas historique. Je crois que c'était 42 ou 43% des ventes de voitures neuves étaient faites à particuliers. Donc ça veut dire que 57 ou 58% étaient faites aux entreprises. Et les constructeurs ont eu un peu conscience et ont milité d'ailleurs, c'est le John Elkann et Luca De Meo qui ont pris la parole en disant on veut un assouplissement de la réglementation sur les petites voitures, sur les voitures pas chères, pour justement les rendre moins chères. Parce qu'ils disent aujourd'hui, elles ont pris en inflation, on n'arrive plus à les vendre et on se rend compte qu'il y a un décalage entre ce que veulent les gens et ce que nous, on est capable de leur donner. Donc est-ce qu'on ne va pas voir un retour de ces petites voitures? Comme par hasard, on voit des offres qui commencent à sortir et qui prennent plutôt pas mal. Tu as Citroën qui a dégainé en premier avec une C3 qui se vend plutôt bien à 15 750 €. Je me rappelle quand nous, on a lancé la chaîne il y a 2 ans et demi ou il y a 3 ans, des voitures sous les 20 000 €. À 15 000, tu n'en avais pas beaucoup. Et à 15 000, et proche des 15 000, tu n'en avais même quasiment pas. On parle de voitures neuves. Je me rappelle parce qu'à l'époque, on avait fait une vidéo, c'était une Toyota Aygo Cross, qu'on avait eu même avant de lancer la chaîne. Et quand on avait fait le comparatif, on dit t'as quoi aujourd'hui pour 16 000 €? Très bien. Il n'y avait rien. Ouais. Et là, on allait voir Xavier Chardon, qu'on embrasse, le président du groupe Volkswagen France. La chaîne n'était pas encore constituée. On y avait été en Aygo Cross. Ouais, reconnaissance éternelle à Xavier d'ailleurs. Je mets un petit message privé, mais. En plus, qui va quitter ses fonctions. Alors, je ne sais pas si on peut encore le. Ça a été officiel. Oui, c'était mis partout. C'était mis partout. Mais voilà, il est pas pour rien dans le succès de la chaîne. Parce qu'on avait fait l'émission ID Buzz avec lui. Mais vraiment, et des personnalités. On revient, si tu veux, sur le cœur de. On se dit, mais c'est le matin. Du sujet. C'est le soleil qui est arrivé. Voilà. Donc Citroën a dégainé avec sa C3 qui se vend plutôt pas mal. Une version thermique essence 100 chevaux à 15 750 €. Renault a répliqué
sa Clio qui est en fin de vie. Ils ont fait une version dite Génération, qui est en plus une version où tu n'es pas spécialement puni. Merci, allez-y pour c'est super. pour Merci, le thé. à chaque fois, je suis trop content. Ah oui, non, mais c'est super. Merci. Personne ne va me laisser faire ma news. Donc, la Clio. La Clio Génération. Mmh. Clio qui est en fin de vie, ils viennent de sortir une version à 16 900 €, qui sera une version essence de 65 chevaux, qui est un 16 900 peu... Ouais. Pour une Clio, ça devient pas mal. Alors après, contrairement à la Citroën C3, qui elle est de 100 chevaux, tu n'as que 65 chevaux. Moi, celle qui a... Mais tu as une voiture un peu plus grande, Oui. cossue, j'allais dire, par Et t'es rapport pas à la puni. C3. T'as des jantes alliages dessus, t'as une jolie couleur, t'as une calandre sympa. Si tu me permets de digresser, c'est marrant parce que chaque Vas-y, voiture en fin on de est que vie, ça prête. tu sais, tu te souviens des R5 Campus? Non, Oui. Si, j'ai connu. tu venais de naître. Si, Tu c'est sais. R5 Campus, Tu ça sais, devait être en- en 85, 86. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fin de génération, pour prolonger la durée de vie jusqu'à l'arrivée de la remplaçante, Tu veux l'idée dire c'est de pas faire cher. tu te fais des versions pas chères et qui sont intéressantes. Mais la vie est un éternel recommencement, Hein. mon cher Cédric. Et voilà. Et donc, tu as la version, elle s'appelle comment Génération. Ah ben voilà, tu vois, c'est Campus Génération, c'est des trucs Et de jeunes. moi, celle qui a attiré mon attention, c'est celle qui est 1100 € plus chère. Donc on s'éloigne encore à peu près des... donc 16 900, tu rajoutes 1100 €, ça t'amènera à 18 000. C'est l'EcoSens GPL 100 chevaux. Déjà, tu as une motorisation 100 chevaux, donc c'est quasiment 50% plus GPL. puissante quand tu pars de 65 pour t'amener à 100. Carburant Et le GPL, bon marché. Oui, et le GPL, en plus, c'est pas bête. Donc tes 1100 €, tu les retrouveras probablement. Et on voit Ça aussi... deviendrait tout à coup l'une des meilleures affaires et meilleures propositions de la Clio existante. En tous les cas, la Citroën C3, depuis qu'ils ont sorti cette version à 15 750 €, se vend plutôt bien. Dans les chiffres de vente, la Citroën C3, je n'ai pas la répartition du mix des motorisations. Est-ce que c'est la version entrée de gamme qui vend? En tous les cas, comme par hasard, la Citroën C3 a fait un bond dans les... Power pricing, Ouais. produit intelligent, ça marche. Et en plus, ce qui va débouler après, tu as Volkswagen qui va sortir dans sa version électrique une ID.1. Tu as Renault qui bosse sa Twingo, qui elle aussi devrait être autour des 20 000 €. Donc, est-ce que le 20 000 € annoncé de demain va pas être en fait un 15 000 €? Et- Si la réglementation... Concurrence oblige, tout le monde se challengeant et va probablement baisser Oui. sous les 20 000. La Clio, puisqu'on en parle, Munich, Ouais, septembre salon de Munich. 2025, Elle sera révélée. la nouvelle arrive. On remercie le sponsor de cette vidéo également, Ovoco. Ovoco, vous commencez à connaître, j'en ai pas là donc je pourrais pas lui mettre un pare-choc de Dacia Sandero sur sa cheminée. Ovoco, c'est le spécialiste européen numéro 1 de la pièce d'occasion. Vous voulez faire réparer vous-même votre voiture, vous avez besoin d'une petite pièce, d'une grosse pièce, etc. C'est une idée que je trouve intelligente, c'est un business que j'aurais bien aimé lancer moi-même. En fait, ils ont agrégé 5000... On pourrait devenir concurrent, on n'a qu'à se lancer. Ah, on n'a pas les moyens, moi, je peux te dire que j'ai vu leur levée de fonds. Ouais, J'ai la levée discuté- est énorme. J'ai Ouais. fait un call avec le numéro 2 ou numéro 3 de la boîte qui était très sympa d'ailleurs pour m'expliquer un peu plus sur cette boîte et m'intéresser. En gros, ils ont agrégé 5000 vendeurs et revendeurs de pièces d'occasion. Ils ont, je crois, un stock un peu plus de 15 millions de pièces. Non mais succès énorme, Ouais, tu vois, c'est incontestable. et en gros, ce qu'ils te permettent, c'est... Avant, le marché n'était pas organisé, donc le mec t'envoyait un peu la pièce quand il voulait, le service était moyen. Là, c'est satisfait ou remboursé, ils te garantissent l'envoi de la pièce sous un certain délai. Les vendeurs et les revendeurs sont notés, donc tu sais un peu où tu mets les pieds parce qu'ils ont été vendus. Il y avait un fan qui passait à vélo. Avant, ils ont été... ça fait deux. Ça fait ce deux matin. là aujourd'hui, en 10 minutes. Ouais. Et ils ont été... les vendeurs, on est dissipés aujourd'hui. Ouais. Les vendeurs ont été élus et votés par les clients d'auparavant. On vous a négocié en plus un code sans borne. Avec le code sans borne, vous aurez 15% de réduction sur l'envoi de ces pièces. Pourquoi l'envoi de ces pièces? Car en fait, comme c'est parfois des grosses pièces, l'envoi peut coûter cher. Donc ça vous fera une réduction. En tous les cas, pour nous soutenir, n'hésitez pas à cliquer le lien que je vous mets en description ou en top commentaire. C'est comme ça qu'ils voient s'ils sont contents ou non de travailler avec nous parce qu'ils nous ont signé pendant un petit moment. Et c'est grâce à eux aussi que la chaîne survit. Et en plus, c'est un joli service Et qui est plutôt bien noté. Donc c'est plutôt cool. On est content de le... Et puis c'est parmi les meilleurs du monde. Enfin, Oui. faut réaliser. En gros, le nerf de la guerre, c'est les petites voitures pas chères. Les constructeurs se sont vus probablement un pot beau à la sortie du Covid, où là, ils n'arrivaient pas. Ils avaient tellement de demandes qu'ils n'arrivaient pas à livrer. Et donc là, du coup, ils sont un peu assouplis. La réglementation, clairement, les a pas aidés. Savoir quelle est la part de responsabilité de chacun des trucs dans le fiasco actuel, parce que en ce moment, c'est très dur pour les constructeurs. En tout cas, ils prennent le Enfin, sujet. il y a eu beaucoup de choses qui se sont Et entremêlées. nourries. Tu vois, le Covid, il y a des fournisseurs qui, hélas, ont disparu. Il a Ouais. fallu retrouver même jusqu'à des matières Mais ils premières. n'arrivaient pas à livrer des voitures. Ils n'arrivaient pas à livrer Il y les avait voitures. plus de demandes Ouais. malgré des voitures chères, il y avait plus de demandes que d'offres.
Donc ça, la hausse des matières premières, évidemment, a pesé sur le prix. Là-dessus, tu ajoutes effectivement une réglementation très importante, notamment technologique, nécessitant des investissements forts en termes énergétiques, en termes, encore une fois aussi, tout simplement d'ADAS. Ben, les prix ont augmenté. Et certains ont voulu soigner leur marge. Bah voilà. En gros, moi, mon but, c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une configuration qui n'est pas bonne. Je pense qu'on en parlera plus loin dans l'émission. L'UE a assoupli un peu la réglementation, mais a priori, ça va être de plus en plus. Et on va revenir, je l'espère, à des voitures abordables. En tous les cas, quand deux patrons de groupes importants en Europe disent les voitures sont trop chères, c'est quand même un signal. Et comme par hasard, on voit des voitures qui arrivent. BYD Dolphin Surf, que tu n'as pas vu venir, qui s'appelle Sigul sur d'autres marchés, citadine de BYD, qui déboule ici, 100% électrique, en 3 finitions. 220 ou 322 km d'autonomie, un 0 à 100 selon les finitions de 9.1 à 11.1, 150 km/h en vitesse maxi, de 30 à 80% de recharge en 25 minutes. Alors eux, ils partent de 30 à 80 pour essayer de, de dire on fait sous la demi-heure. Mais ce que je veux vous dire, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a justement des équipements de grande automobile, notamment une caméra 360 degrés, un radar adaptatif, et elle se dit concurrente de la Spring. Tout le monde attend les prix de cette automobile parce que on vient justement de t'écouter en disant est-ce que le 15 000 n'est pas le nouveau 20 000 pour ceux qui suivent. C'est bien connu que tous les constructeurs automobiles ne font que regarder notre JT d'actu pour faire leur stratégie. La preuve. Enfin économistes que nous sommes. Tout le monde attend le prix, le prix de la Dolphin. Parce que est-ce que justement, il va pas, comme ils vont dégainer, est-ce qu'il ne va pas se rapprocher des 15 000 ? Voilà, on regardera tout ça. Est-ce qu'il se rapproche de 20 ou de 15 ? On regardera tout ça, sachant que c'est un constructeur chinois et que les constructeurs chinois, eux, te disent, nous, on mettra leur philosophie, leur stratégie, petite ou grande, on met la totale des technos. À l'inverse de ce qu'on... Ce qui avait fait râler quand c'est sorti, parce que ça, ils l'ont fait il y a quelques mois, les clients qui venaient de recevoir à peine leur voiture il y a 15 jours sans avoir la conduite autonome. Oui, en disant, moi, j'ai pas ça, alors que moi, je l'ai payé 10 000 et maintenant, elle devient gratuite. En tout cas, on l'offre, on le fait à rabais. Voilà, donc c'est effectivement les citadines à suivre. DS numéro 8 présidentiel, c'est ça ? Évidemment, le 8 mai, pour les 80 ans, évidemment, de la victoire. On a vu en image le président de la République à bord d'une DS numéro 8. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de DS. L'association, évidemment, numéro 8 mai, mais surtout, c'est la première fois dans l'histoire de l'Élysée qu'on voit un président de la République au volant d'une voiture 100% électrique. C'est d'ailleurs la première fois qu'un président au monde adopte une voiture 100%. Au monde adopte une voiture. Même en Chine adopte une voiture 100% électrique. Même au Rwanda? Même au Rwanda. D'accord. Même au Liechtenstein. Dans le Colorado? Même à San Marin. En Espagne? Alors peut-être que, mais la voiture officielle, me semble-t-il, Georges, GMK me contredira peut-être, à Monaco, le prince normalement roule, si je ne m'abuse, en Lexus. Mais peut-être qu'il a adopté une voiture 100% électrique. Eh bien, que le prince nous dise avec quelle voiture il peut rouler. Bref, on s'égare. Cette DS numéro 8, elle est bleu foncé. Très magnifique. Ouais, elle est très jolie. Elle est évidemment blindée. Elle est blindée par une entreprise française qui s'appelle Santigon ou Santigone. Je ne sais pas comment il faut le prononcer. Vous me pardonnerez. Et à l'intérieur, eh bien, il y a des étoffes qui sont faites aussi par, j'allais dire, des artisans et qui font presque de l'art en réalité, avec un habillage et des panneaux de satin. C'est sublime. C'est fait pour justement intégrer le parc roulant de l'Élysée. Ad vitam aeternam, je vous rappelle que le parc roulant de l'Élysée, il y a des voitures sublimes. Il y a encore la SM, il y a toujours, notamment elle avait intégré, il y a des Velsatis, bleu foncé toujours. Il y a évidemment la DS7. On avait eu la chance avec Alain d'aller voir la DS7 présidentielle. Et Alain, qui est bien introduit auprès de l'Élysée, a fait les images d'illustration qui sont là sur votre écran, en partie sont signées par Alain. Exactement. Voilà. Il ne fallait pas passer à côté de ça. Il y a aussi une calandre lumineuse qui était censée être bleu, blanc, rouge. Ouais, qui était censée être blanche et qui devient bleu, blanc, rouge, qui est assez sympa. Et qui est sublime. De dire aussi,
pour en avoir parlé avec, DS et tout ça, qu'on aime beaucoup, enfin bref, il ne serait pas improbable qu'une série limitée, Élysée, en tout cas c'est le nom que moi je lui donne, elle aura peut-être... Et officiellement elle s'appelle DS numéro 8 présidentielle. Présidentielle, parce qu'elle est unique, totalement unique. Mais qui sait si tout à coup, en tout cas la réflexion est là, de se dire on pourrait peut-être la lancer en série limitée, amusante, le bleu étant magnifique. On enchaîne cool chaîne comme on dit chez les M&M's. Ah non, on est bête, hein, vendredi. On est bête, ça je sais, mais pour quelle raison? En parlant de numéro 8. Vendredi. Ah oui, mais vendredi. Non mais même mais là, on est trop dissipé. Ah oui, c'est semaine DS. Mais évidemment. Là, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, vous avez eu le lancement de la DS numéro 4 stylée qui nous a fait forte impression. Chacun ses goûts et les couleurs. Moi j'ai vraiment bien aimé. Et moi je suis le plus dur de nous deux. Et vendredi on aura la chance d'avoir un entretien exclusif à bord de cette DS numéro 8 avec le patron de DS, où on mettra un peu les pieds dans le plat, parce qu'il y a des rumeurs de dire telle marque de Stellantis va disparaître, Maserati, DS, Alpha, machin. Il en est quoi de... Parce que c'est un nouveau patron, il vient d'arriver. Xavier Peugeot. Et comme son nom l'indique, il n'est pas patron de Peugeot, patron et de DS. On a passé mais vraiment un formidable moment en sa compagnie, une demi-heure, il nous emmène au volant. Un format qui vous avait bien plu. Météo aussi radieuse qu'aujourd'hui. Exactement. Vous allez voir, on était sous des torrents de pluie. Bref, mais en tout cas pour... ça fait plaisir d'entendre que, je ne veux pas trop spoiler, mais ça va. On poursuit? Vas-y. Ah, je poursuis encore? Ah non, mais alors si tu veux. On se fait ping-pong. J'ai plein de choses. Normes de CO2. La semaine dernière, les députés européens ont voté l'assouplissement des règles. Les constructeurs, comme on l'a vu, tirent à la sonnette d'alarme assez fort, même s'il y a un clivage entre les constructeurs allemands et le reste du monde. L'Europe, 3 ministres français étaient par exemple montés au créneau pour assouplir les règles. C'est les normes CAF, en fait les normes de CO2 qui, si tu ne les respectes pas, cette année, auraient pu te donner des énormes amendes. Mais quand je te dis des énormes amendes, on parle de milliards de milliards d'euros. Globalement, ils ont reculé pour mieux sauter. Il y a eu un vote avec 458 voix pour, 121 voix contre et 14 abstentions. Qu'est-ce qui a été voté? Je vais vous le lire plutôt que paraphraser. La modification proposée offre aux constructeurs automobiles la possibilité de se conformer à leurs obligations pour les années 2025, 2026 et 2027 en calculant la moyenne de leur performance sur la période des 3 ans plutôt que sur chaque année de façon séparée. Donc avant, tu avais un score à faire sur chaque année. Là, on prendra la moyenne d'ici 3 ans. Ce qui n'est pas totalement idiot, sachant que les voitures ont une durée de vie, tu vois, Moi, je sniffe que c'est reculer pour mieux sauter, c'est un assouplissement. Et dans 2 ans, on refera un vote pour dire non, vous savez quoi, on va assouplir à nouveau. Donc c'est un peu comme toujours sur ces... On verra à quoi l'avenir nous mangera. On verra ce qu'il en est. À toi. En parlant justement tout à coup de normes et notamment environnementales, est-ce que vous avez vu la naissance, moi c'est passé complètement à l'as, de Green NCAP? On connaît tous Euro NCAP, qui est le juge de paix pour la sécurité passive, notamment qui t'attribue des étoiles pour la résistance au crash. Euro NCAP lance quoi? Green NCAP. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, on entend qu'il faudrait calculer, tu sais, le bilan carbone de chaque automobile, non pas lorsqu'elle roule, mais sur l'ensemble de son cycle de vie. Life Cycle Assessment. Eh bien, Green NCAP est en train de classer chaque nouveauté en fonction de son bilan carbone, de sa naissance, donc de l'air à son recyclage. Foncez, allez regarder, parce qu'il y a des notes qui sont attribuées comme pour et c'est qui les meilleurs? Alors, je vous ai fait une petite liste, vaut mieux être 100% électrique. J'arrive pas à te lire. Okay. Donc il y a la Corsa qui a 99%, Corsa électrique. Corsa électrique, Kona 98%, Tesla Model 3 98%, MG4 95%, Enyaq 96%, ID7 98%, Toyota BZ4X 97%, Kia Ceed, je vous ai mis un des moins bons élèves. C'est pour ça que je ne comprenais pas, j'ai dit Kia Ceed. Qui est une voiture thermique. 37%. Non mais c'est une bonne voiture, mais c'est pas une électrique. 37%. Non c'est ça, une Ceed, je me trompe pas. Allez regarder tout ça.
Donc en plus, il y a des variantes sur, effectivement, lorsque tu es électrique, ta pollution à l'air, elle est zéro, puisque sur l'ensemble de ton efficience, sur tes émissions de gaz à effet de serre, justement, sur l'ensemble de ton cycle de vie, machin, et tout ça, allez regarder, c'est passionnant. Et mon petit doigt me dit que l'ensemble des constructeurs vont justement se dire il faut qu'on bosse notre éco-score. C'est pas totalement un éco-score, c'est un petit peu comme quand tu achètes, tu sais, un bien électroménager ou maintenant même, j'allais dire, de la nourriture, tu sais, il vaut mieux être A que C. Ok. Tu comprends? Et les ingénieurs seront contents, en tout cas ceux qui aiment la légèreté. Plus tu es léger, mieux tu as noté. Tu consommes moins, tu utilises moins de matière. Et mon petit doigt me dit que des marques qui sont comme Dacia ou justement les citadines qui sont plus légères peuvent obtenir de meilleures notes. Donc tout ça, c'est à suivre. Ça se développe maintenant. Allez regarder Green & Cap. Ils ne sont pas encore exhaustifs parce qu'ils notent chaque nouveauté. Donc tu ne peux pas avoir... Ils en sont qu'au début. Ils en sont qu'au début. Mais EuroNCAP a commencé comme ça, avec 3 crash tests, et après ils sont devenus le juge de paix. On enchaîne sur les petites news. Sur le marché de l'électrique passera globalement. Et d'ailleurs, toi, tu t'en rends bien compte. Parce que toi, on va dévoiler, on va pas dire ce que tu as acheté encore comme voiture, parce qu'on a tourné la vidéo, il faut qu'on trouve une place pour vous la mettre, on va vous la mettre bientôt. Donc Cédric, abstiens-toi. Et par contre, la seule chose qu'on peut dire, c'est que tu as pris un PHEV. Donc mine de rien, un PHEV, si tu le recharges pas, ça n'a aucun... Non, c'est rien, c'est des petits trucs, pardon. Tout va bien. Ça n'a aucun intérêt. Et donc du coup, pour pouvoir le recharger, mine de rien, idéalement, il faut que tu aies une prise chez toi. Et aujourd'hui, les bâtiments, surtout dans la majorité des villes, les prises ne sont pas vraiment installées. Et un des plus gros acteurs européens... Malgré le droit à la prise. Ouais. Et malgré un des plus gros acteurs européens, Cocorico, et un acteur français qui s'appelle The Plug. Et en plus, je vous partage l'envers du décor. Je viens de recevoir la news à l'instant. Il y a 2 minutes, parce qu'en fait, la directrice marketing et communication de The Plug, la société dont je vais vous parler, je l'avais connue dans une autre vie. Okay. Et je parle parce que c'est une news importante, j'en avais jamais parlé avant alors que la prise en poste il y a un petit moment. Mais en tous les cas, je trouve ça intéressant. Et eux, ils ont levé 240 millions d'euros. Donc c'est une start-up, mais une start-up de mémoire très... Qui s'est musclée. Et c'est le numéro 1 en France de très loin sur l'installation des bornes de recharge en copropriété. Et en fait, les constructeurs, s'ils veulent vendre des voitures électriques, ils vont devoir aussi aider et faciliter l'installation de prises à ton domicile. C'est plus facile quand tu as un pavillon, c'est plus dur. Non, quand tu as on va l'appeler pour nous, enfin toi tu as plus besoin là. Mais... Quand tu as un immeuble, et donc là aujourd'hui, Mobilize, dont on vous parlera dans une prochaine émission, s'est associé avec The Plug pour faciliter la recharge en copropriété et l'installation de bornes de recharge. Donc la news est tombée à l'instant. Non mais c'est un véritable besoin, en tout cas dans les centres-villes, les parkings de copropriété. Exactement. C'est hyper important. Toi, t'en es. Tu galères un peu à faire... Non mais on arrête, je vais l'appeler là. Tu vois, fin du journal, je vais lui dire, on fait une réunion. Donc allez voir, The Plug. The Plug, et il s'associe donc avec Mobilize. Alors non, il s'associe pour faciliter la copropriété, il ne s'associe pas capitalistiquement, c'est quand même plutôt gros. The Plug, The Club, ça s'écrit Z-E-P-L-U-G, allez voir. Partenariat important, sachant que Mobilize, on le découvrira bientôt. C'est le plus gros en France. À des ambitions très importantes. Mobilize, business intéressant à découvrir. Business super intéressant. Alors j'ai plein de petites choses. Je vais commencer par... Tu nous as dit que tes quiz, tu avais des quiz, tu as déjà fait? Alors je vous fais les petits quiz. Vas-y. Il y a... il met son téléphone, vas-y. Il est malin. Attends, c'est dingue. Hein. Je t'explique pas quand tu l'avais comme voisin en 4e B avec lui en cas d'interro surprise. Je te confirme, tu n'allais pas m'avoir comme voisin. C'était plus rapide pour corriger des copies pour le professeur, il voyait des copies pareilles. Oh, c'est bien, vous êtes vraiment... Mais comme j'étais sympa, quand il faisait une faute, j'ai laissé. Il y a, vous le savez, le classement en 2024 de chaque pays en fonction du nombre de volume de voitures achetées, neuves, notamment la Chine qui se distingue avec quasiment 25 millions de voitures, enfin bref, c'est considérable. Autre classement intéressant, c'est le marché le plus dynamique, autrement dit le nombre de voitures pour 1000 habitants. Ça, c'est plus dur. Quel est le pays qui justement renouvelle sa flotte constamment et a le plus de bagnoles pour 1000 habitants? L'Allemagne. En monde ou Europe?
Alors, il y a un classement de tous les pays. Alors là, je t'ai fait les 10 premiers, mais c'est assez marrant. Moi, je dirais en Europe, Allemagne, UK. Alors, le UK, c'est plus vraiment l'Allemagne, mais t'es pas totalement loin. L'Allemagne arrive, allez, en 9e position. Je vais te donner le premier. Le premier, c'est Luxembourg, avec quasiment 76 voitures pour 1000 habitants. Ensuite, on redescend d'une case, puisqu'on est à 46 voitures pour 1000 habitants. C'est le Canada. Ah merde. Le Canada. Et le Canada a vraiment besoin de beaucoup d'automobiles. Ensuite, tu as les USA, avec 46 voitures. Alors 46,7, je vous épargne les virgules. Ensuite, tu as la Belgique, figure-toi. 43 voitures pour 1000 habitants. Ok. C'est marrant, tu vois. Ensuite, tu as l'Australie. Alors la Belgique, tu te dis, c'est marrant parce que c'est très urbain, normalement. Ils roulent beaucoup. L'Australie, là, tu comprends parce que les distances sont gigantesques. 43 voitures. Et ensuite, ils ont distingué des territoires parce que, même si c'est la France, c'est la Martinique. D'accord. 42 voitures pour 1000 habitants. La Guadeloupe, 42 aussi, alors 6,3. Le Liechtenstein, 30. Et la France, on est où là-dedans? Et la France, on a 31 voitures pour 1000 habitants. La moyenne mondiale se situe à 36. Et 36 on parlait de la Chine en disant que c'était le plus gros marché mondial. Et bien, la Chine est à 16 voitures pour 1000 habitants. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un potentiel dingue. Ils ont une marge de progression qui est absolument gigantesque. Donc quand on vous dit que la Chine va driver l'ensemble du marché mondial, ça n'est que le début. Voilà, c'est des points de repère, mais tu prends conscience de ce qu'est l'industrie. Ça me permet d'enchaîner sur une petite news. On parle souvent de voitures neuves parce que c'est un peu le baromètre du marché. Mais en fait, soyons très honnêtes, on est un marché de voitures d'occasion. C'est-à-dire que le consommateur moyen français achète une voiture d'occasion, on va pas acheter des voitures d'occasion. Et c'est un marché que tu connais très bien, puisque quand tu as revendu ta start-up Pécard, c'était justement pour les voitures d'occasion. Exactement. Et le marché de la voiture d'occasion, c'est en gros entre 3 et 4 fois plus gros en volume que le marché des voitures neuves. Mais sachant que si on veut avoir une lecture plus fine, le marché des voitures neuves est en grande partie porté par les entreprises, alors que le marché des voitures d'occasion est en grande partie porté par les particuliers. Donc en fait, si on regarde ce qui vous concerne, vous, les particuliers, le rapport est peut-être de 1 à 8. Il y a peut-être 8 voitures d'occasion achetées par des particuliers pour une voiture neuve. Pour les particuliers, oui. Okay. Et contrairement au marché du neuf, le marché de l'occasion se porte plutôt bien. Parce que le marché du neuf, lui, il était à moins 5,6% en avril. Le marché de l'occasion était, lui, en hausse de 3,1% versus la même période en 2023. Si on prend même les 4 premiers mois de l'année, là où le marché du neuf est en total repli, le marché du voiture d'occasion est en hausse de 2,4% avec 1 841 000 transactions. C'est l'effet prix. Tu vois, tu te dis, tiens, comme ça, c'est plus chouette. Les voitures sont trop chères. Et alors, tu as deux choses. Et les voitures vieillissant bien, tu te dis, je m'offre une belle Golf GTO que j'adore. Ouais. Tu vois, qui a 2 ans, 3 ans. Je l'achète évidemment moins cher et j'ai une super bagnole. En fait, c'est difficile, c'est un alignement de plusieurs facteurs. Tu as plus tu mets de l'incertitude sur le marché des véhicules neufs, mieux c'est pour le marché des voitures d'occasion. Là, en ce moment, tu ne sais pas si tu dois acheter une électrique, tu ne sais pas si tu dois acheter une thermique, tu ne sais pas si tu dois acheter une hybride, tu ne sais pas si tu dois acheter une hybride rechargeable. Donc, quand le particulier, son choix est trop compliqué, et du coup, en général, il repousse son achat ou il achète une voiture d'occasion au lieu d'acheter une voiture neuve. Ce que disait un peu Lucas Dimeo en caricaturant très fortement, avant, quand tu faisais 25 000 km, tu achetais une voiture diesel. Quand tu faisais 10 000 km, tu achetais une voiture d'essence. Ton choix s'arrêtait là. Aujourd'hui, c'est devenu trop compliqué. Premier facteur qui fait que ça pousse l'occasion. Deuxième facteur, le prix. Si les voitures étant trop chères, les gens ont tendance à acheter des voitures d'occasion plutôt que des voitures neuves. Et donc tout ça fait que, et troisième facteur qui t'a dit assez justement, les voitures vieillissent de mieux en mieux. Il y a 20 ans, moi je me rappelle quand tu avais une voiture qui avait 4-5 ans, tu avais l'impression d'avoir une voiture ancienne. Aujourd'hui j'ai une voiture qui a 4 ans, tu as une voiture neuve. Elle te paraît totalement neuve. Parfois même on n'en revient pas de se dire que des voitures d'il y a 5 ans paraissent aussi récentes. Ouais. Et les 4 premiers mois de l'année, si tu regardes sur les 20 dernières années, cette performance des 4 premiers mois de l'année est la 3e meilleure performance historique du marché français. Donc le marché de l'occasion se porte très bien. Hyper dynamique. Qui sont ceux qui performent très bien sur ce marché de l'occasion? Tu as Toyota qui est à plus 17%, tu as Dacia qui est à plus 15%, Hyundai qui est à plus 15%,
Et j'ai regardé aussi les Français. Renault est à plus de 2%. Renault est flat, ça veut dire inchangé. Oui, inchangé. Et Citroën est à moins 3%. C'est marrant, hein. Il y a deux marchés distincts. On finit sur, on parlait donc des ventes à particuliers surtout, ventes à société. Les Chinois sont en train de pénétrer le marché des ventes à société en France, et notamment MG. MG voit ses ventes à société décoller. Ils prennent d'ailleurs le lead parmi les constructeurs chinois, ils prennent le lead des ventes à société en France. BLG, c'est le constructeur chinois le plus européen. C'est celui qui vend le plus de... Et là, ils ont réussi une percée incroyable. Alors, vous me direz, en volume, ça reste modeste, mais ils ont fait sur le premier trimestre 2025 596 immatriculations, 1500 commandes. C'était il leur avait fallu 10 mois en 2024 pour réaliser cette percée. Ça reste modeste, mais c'est en forte augmentation. Et de dire aussi, alors ils réalisent surtout avec la MG ZS Hybrid Plus qu'on avait essayé. Allez voir notre essai, elle nous avait surpris. Voilà, exactement. Voilà. Et les sociétés se mettent à rechercher ça. Et puis surtout, ils introduisent, il y a les essais en ce moment, de la MG S5 électrique, 32 000, 38 000 euros. Quand vous voyez les prestations de la bagnole, 1,6 tonnes pour une 100% électrique aussi. Elle a CX de 0,27, 4,48 m, pardon, donc un SUV qui est pile poil dans ce que demande le marché, à des prix adéquats. Et MG se dit qu'à la rentrée, elle pourrait justement profiter à l'ensemble des ventes sociétés du groupe MG Motors. Bref, les Chinois attaquent partout. Et avec des produits, encore une fois, on est obligé de les regarder comme ça en se disant ça marche, quoi. Tu as fini? Il y a plein de petites choses. Est-ce que je finis sur un truc sur le PSG? Tu vas dire pourquoi on parle du PSG? Si, je sais. Alors vas-y, on termine là-dessus. Le PSG, il y a des rumeurs. Le PSG doit déménager, quitterait probablement le Parc des Princes, donc ils cherchent un endroit pour... Une base. Ils ont refait leur centre de formation il n'y a pas très longtemps, qui est un centre de formation, un des plus beaux, pour le coup on pourrait presque dire dans le monde. C'est un vrai outil. C'est magnifique. Et un des lieux qui pourra accueillir le nouveau stade, s'ils quittent réellement le Parc des Princes, qui est le stade actuel du Paris Saint-Germain pour ceux qui ne suivent pas le foot, ils iraient probablement, un des lieux en question, ce serait un des lieux de Stellantis, Poissy. C'était ça ta news? C'est ça. Il y a des bruits de couloir qui disent que l'usine de Poissy aujourd'hui, qui est la dernière usine très importante d'Île-de-France, dans laquelle sont assemblés notamment la DS3 et le Moka, l'Opel Moka. Je dis que c'est des rumeurs parce que justement c'est une inquiétude aussi pour les salariés de cette usine. Et puis il y a plein de sites en lice. Tu vois, il y a plein de... C'est un choix parmi... Mais il paraît que même pas été le Parisien et d'autres confrères médias disent que malgré tout, le Qatar aurait commencé des démarches. Bref, histoire à suivre. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que voilà, c'est la vie, quoi. Mais on entend ça. Vendredi, vous retrouvez notre entretien avec Xavier Peugeot sur la stratégie, l'avenir de DS, où est-ce que va DS, etc. Dites-nous ce que vous pensez de la DS4 parce qu'elle nous a plu. Hein. Le petit commentaire de soutien, la bise à mamie, et à très vite. À très vite les amis.